Sans doute, voilà, c'est bon. Je passe avec ça. Voilà. Donc, je vais vous inviter à une promenade dans l'histoire du Drasme, en quelques dates. Donc, c'est une histoire qui démarre au début du XXe siècle, donc avec les plongées de Monsieur Alfred Merlin, donc qui était un archéologue, donc qui a fait des plongées en Tunisie sur une épave grecque, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ. Puis nous avons en septembre 1966 la création du Drasme. Le Drasme, c'est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. C'est un sigle un peu long, hein. Donc, qui a été créé par André Malraux, qui était ministre de la Culture à cette époque-là. Et donc, le Drasme a été très rapidement donc doté d'un premier bateau qui est l'Archéonaute. Donc, le baptême date d'août 1967. Et puis, le temps passe. Une quarantaine d'années, en fait, ont passé. Et puis, vous avez en juillet 2010 la commande de l'André Malraux qui va succéder à l'Archéonaute et son baptême un an et demi plus tard, en janvier 2012. Et puis, là aussi, le temps passe un peu et donc une petite dizaine d'années, 9 ans, avec le baptême de l'Alfred Merlin qui va venir renforcer l'André Malraux, comme on va le voir dans la suite des événements. Donc voilà un petit peu l'historique de ce service du ministère de la Culture qui s'appelle le Drasme et qui a été dirigé par l'un d'entre nous, Michel Lourd, pendant une bonne partie de cette époque. Donc voilà une photo de l'époque 1910. Donc vous voyez que c'était des explorations qui se faisaient avec les scaphandriers. Là, les pieds lourds, on appelait ça les pieds lourds parce que les semelles étaient lestées de manière à ce qu'ils puissent rester au fond. Donc c'était avant le scaphandre autonome Cousteau gagnant. Et il y avait sur le pont une pompe qui amenait l'air dans le scaphandrier. C'est ce que vous lisez dans Tintin, hein, le trésor de Rackham le Rouge, qui est assez fidèle là-dessus. Donc le premier bateau du Drasme, en fait, c'est l'Archéonaute. C'est un bateau qui a été construit par les chantiers Auroux, disparu à la fin des années 70, vers 1980, quelque chose comme ça. Coque acier, superstructure AG, c'est un petit bateau. En fait, Auroux fabriquait essentiellement des vedettes. Donc c'est un peu une coque de vedette, mais avec une propulsion beaucoup moins puissante et une vitesse moins élevée. Donc vous voyez que le L sur B est assez fin, puisqu'on a un bateau de 30 mètres par 6 mètres, un bateau qui n'est pas très lourd, à 120 tonnes, enfin pas très lourd pour 30 tonnes, ça fait déjà, pour 30 mètres, ça fait déjà pas mal. Et il y avait une propulsion tout à fait classique, avec 2 moteurs Baudouin, 2 lignes d'arbre, des hélices à pas fixes, et c'est un bateau qui est pas très équipé finalement au standard d'aujourd'hui, puisqu'il avait juste une petite grue hydraulique derrière qu'on voit, c'est avec ça, voilà, qu'on voit ici, et une plage arrière, vous voyez, qui est tout à fait restreinte, et les plongeurs se mettaient à l'eau avec une échelle comme ils pouvaient. C'était une époque aussi où l'archéologie se faisait avec des plongeurs, hein. Il faut voir que l'archéologie, les archéologues sont passés d'aveugles, ils étaient aveugles, et ils sont passés à des gens qui ont commencé à voir avec les sonars, les sondeurs multifaisceaux, c'est-à-dire à la fin des années 70, où ils ont commencé à avoir des images du fond de la mer, d'abord en 2D, puis en 3D, donc ça a changé totalement le métier de l'archéologie. Approche-toi du micro. Voilà. Donc ça, c'est la première esquisse du Malraux, donc qu'on voit mieux là-bas d'ailleurs, bon, qui est un bateau beaucoup plus important, évidemment, et qui est adapté à ces nouveaux métiers et qui est adapté aussi à l'utilisation éventuelle de petits sous-marins. Donc en fait, il avait été fait dans l'idée d'utiliser le rémora de la Comex. D'avoir un partage entre Comex et le Drasme sur ce navire. Et vous voyez aussi qu'il y a une plage plongeur qu'on va retrouver d'ailleurs un petit peu plus loin.
Voilà les caractéristiques de ce bateau. Donc c'est un bateau qui est immatriculé donc au commerce en deuxième catégorie, c'est-à-dire il fait 200 000 des côtes. Il est construit en composite par X-Blue Shipyard, donc architecture maurique. Un bateau qui est beaucoup plus large. Vous voyez le L sur B est de 4,1. Un pont de travail beaucoup plus conséquent, 80 mètres carrés. Ça fait une dizaine de mètres de pont de travail de longueur. Déplacement 285 tonnes, sans charge plage arrière. C'est un bateau qui charge une quinzaine de tonnes plage arrière. Donc il peut transporter un sous-marin, des gros roves, des choses comme ça. Capacité gasoil 27 mètres cubes, c'est pas énorme, on va en reparler. Autonomie 2000 milles à 11 nœuds et une vitesse de pointe assez basse à 13 nœuds avec une vitesse de transit qui est entre 10 et 11 nœuds. Une disponibilité de l'ordre de 300 jours par an et il a beaucoup navigué ce bateau déjà. Équipage 4 personnes en deuxième, 10 personnes embarquées, c'est-à-dire 10 scientifiques en deuxième, et 26 personnes, la possibilité de faire des plongées avec de nombreux plongeurs en zone côtière, c'est-à-dire en troisième catégorie. Donc voilà le GA, l'aménagement de ce bateau. Donc vous voyez en haut, c'est les logements, équipage et chef de mission. Ici, vous avez toute une zone tribord qui est réservée aux plongeurs. C'est un bateau quand même de plongeurs de base. Ici, vous avez un labo humide, un autre labo ici. Et ici, vous avez une salle qui est réservée en partie aux terminaux, aux écrans, et en partie aux réunions avec une cloison modulaire entre les deux. Et puis devant, vous avez le carré, cuisine, une infirmerie. Et en dessous, vous avez les logements pour les 8 scientifiques en 4 cabines de 2. Et tout le reste du bateau est utilisé par la technique dont on va parler, sauf ici une zone de cale qui communique avec un panneau que vous avez plage arrière. Et donc ici, vous avez des équipements qu'on va revoir un petit peu dans les photos du bateau. Vous avez un Zodiac, vous avez une grue hydraulique, vous avez le portique, et ici, vous avez un sous-marin ou un gros rove sur ses rails. Propulsion du Malraux, c'est un bateau qui est DP1. DP, c'est positionnement dynamique. 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de redondance. Donc DP, possibilité d'avoir un DP avec des plongeurs ou des roves à l'eau, c'est-à-dire d'avoir des organes de propulsion qui tournent avec du monde dans l'eau. Donc ça, c'est une grosse contrainte. Un bateau qui peut faire du track keeping aussi, donc il peut suivre une piste à 4 nœuds à basse vitesse sans limite de temps. Vitesse de transit, on en a parlé, vitesse max aussi. Pour faire ça, à quoi on est arrivé? On est arrivé à un diesel électrique qui alimente 2 propulsions différentes, une propulsion en transit, une propulsion en opération. En transit, 2 moteurs électriques DC de 470 kW qui entraînent 2 hélices à pas fixe. Et en opération, un pompe-jet. Vous pourrez me demander ce que c'est. C'est une espèce de jet d'eau qui est flush avec la coque. On en reparlera, Guillaume. Et un propulseur d'étrave de 120 kW. Donc ça, c'est la propulsion qui est faite pour le DP. Je crois, mais ceux-là aussi sont sur le DP, mais en fait, ils utilisent essentiellement ça. Donc ça, c'est des bilans électriques, en fait, des bilans de puissance dans différentes configurations. Vous les retrouverez dans l'article, je ne veux pas aller trop, je vais assez vite. Ce qui nous a motivés pour adopter une propulsion en diesel électrique, c'est le voisinage entre la puissance en transit, qui se situe entre 500 et 900 kW, et la puissance en opération, qui se situe entre 350 et 500 kW. C'est-à-dire que pratiquement, vous avez une puissance en opération qui est entre, disons, 30, 50%, parfois 60%, si vous prenez ça, de la puissance en transit. Donc ça a motivé de passer sur un diesel électrique, ce qui n'a pas été sans poser quelques soucis, on pourra en reparler un peu. Réseau courant alternatif, donc, 2 GE de 610 kW couplable,
un GE de mouillage, 120 kW, ce qui est assez puissance classique sur ces petits bateaux, une prise de quai, bien sûr, et des consommateurs, des redresseurs, donc comme le réseau est en 50 Hz, le réseau est alternatif, donc vous avez des redresseurs AC/DC qui alimentent la propulsion et des convertisseurs AC/AC qui alimentent les propulseurs auxiliaires. Centrale électro-hydraulique et un réseau bord qui est alimenté aussi par ce réseau principal. Pourquoi le composite? Structure assez légère, donc économie de déplacement, donc économie de puissance. C'est un navire qui est vert. C'est à la mode, donc je vous le dis, hein, je ne vais pas m'en priver. Hein. Donc économie de déplacement, économie de puissance, hein, évidemment. Aussi, quand même, l'économie de déplacement, ça je le dis, mais c'est surtout valable pour le Merlin dont va parler Guillaume, c'est que quand on construit en composite, on est limité à 499 UMS, donc on a un volume qui est limité. Donc, moins on met de volume dans la carène, dans ces cas-là, mieux on se porte parce qu'on a plus de volume dans les hauts, et les hauts, c'est quand même plus aménageable que le fond du bateau. Donc, en somme, vous avez intérêt à diminuer un peu le volume archimédien, en somme, le volume de carène, pour vous donner un peu plus de superstructure, sachant que votre volume global est limité par la jauge, est limité par ces 500 UMS. Vous savez que les UMS, c'est une mesure du volume intérieur du navire. Donc là, on est volume intérieur total, superstructure, carène, tout compris. Multiples possibilités d'optimisation du composite. On peut fabriquer le composite un peu qu'on veut, avec des renforts dans les directions qu'on veut, des unidirectionnels, des rovings, tout ce que vous voulez. Aucune corrosion, peu de maintenance de coque et de superstructure. Ça, c'est un gros argument pour le Drasme, qui a vécu quand même assez mal les dernières années de l'Archéonaute, qui était un bateau, donc un petit bateau en coque acier, donc avec des épaisseurs faibles, donc avec des problèmes de corrosion, de remplacement de tôle, etc., etc. Peu de contraintes de forme de coque, excellent état de surface finale et on espère une grande durée de vie, bien évidemment. Quelques images du Malraux pour finir. Bon, voilà, ça peut-être tu vas en reparler un petit peu de la construction en composite qui est assez semblable à celle du Merlin, donc je vais te laisser en parler. Quelques images, voilà le Malraux. Donc vous apercevez le portique. Vous apercevez ici un local qui est la direction de plongée, en somme, qui surveille les plongeurs qui descendent, qui montent, etc., qui surveille les rampes de gonflage qui sont là-dessous. Ici, vous avez la grue hydraulique. Ici, vous avez un petit treuil pour un sonar latéral, type Edgerton, quelque chose comme ça. Klein et tout. Et là, vous avez le treuil qui dessert le portique, de manière à remonter des poids et des choses dans ce goût du fond. Sur ce côté, vous voyez la plage des plongeurs, ici. Ici, vous voyez aussi, ils ont une sorte de bras télescopique qui permet de mettre à l'eau des capteurs un petit peu loin de la coque, et notamment quand le bateau avance doucement. Donc ça, c'est intéressant. Ici, vous voyez le Zodiac du bord. Là, il y a un container de ce côté qui est pas permanent, mais enfin presque, qui est un petit 10 pieds dans lequel ils mettent du matériel. Revue du bateau, là on voit un peu mieux l'avant. Voilà. Je te laisse la parole. Oui, je prends la suite. Bonjour à tous. Du coup, moi, je travaille chez Mauric et je vais vous présenter un peu l'Alfred Merlin, dont j'ai fait la gestion de projet au sein du bureau d'études. L'Alfred Merlin, il est né d'une réflexion du Drasme sur les limites d'opérabilité du Malraux. Bon, ils se sont assez vite rendus compte que le Malraux était surexploité, avec une limitation par sa deuxième catégorie de navigation. Et donc, il était nécessaire de mettre un bateau sur quille pour avoir une opérabilité plus grande, et notamment être capable de traverser l'Atlantique, pour justement aller faire des opérations de par le monde, avec la demande qui évolue.
Et il y a aussi des histoires de nouvelles technologies, comme l'a dit Jean-Charles, l'archéologie sous-marine se fait via plongeur, mais aujourd'hui le DRASM est un peu pionnier dans tous les systèmes de recherche de sous-marins à haute profondeur et de mise à l'eau de ROV. Ils ont beaucoup de partenariats dans le monde pour mettre au point cette technologie. Et donc aujourd'hui, à l'inverse du Malraux qui avait un local plongeur assez important, on a ici un local plongeur qui est réduit et on se retrouve avec 2 locaux techniques de survey et de réunion qui sont beaucoup plus grands par rapport à ce que ferait le Malraux. On a aussi une plage arrière ici qu'on peut voir qui est beaucoup plus importante avec la possibilité de mettre beaucoup plus de matériel avec un entraxe de portique. Ici c'est les pieds du portique avec un entraxe de portique plus important pour mettre en opération des ROV toujours plus gros. Et donc c'est vraiment ces 3 constats-là qui ont motivé le DRASM à mettre en place ce nouveau projet. Donc voici les caractéristiques. Donc c'est un bateau qui est également construit en composite chez X Blue Shipyard, donc première navigation de catégorie, dont Mauric est l'architecte. Donc on est limité à la jauge, donc 498 UMS, parce qu'aujourd'hui la réglementation ne permet pas de construire des bateaux classés de plus de 500 UMS, elle n'est pas applicable. Donc c'était vraiment un challenge de se limiter à cette jauge-là, parce qu'il fallait toujours mettre plus de choses dans le bateau, et la limite de 1 UMS sur 500, c'est vraiment 1 ou 2, c'est moins d'1% de calcul, donc c'est vraiment des volumes qui sont très petits. Il fallait vraiment viser juste. On se retrouve avec un bateau qui fait 46 mètres, à l'inverse du Malraux qui en faisait 35, avec une largeur max de 9,60 m et une extension tribord du pont qu'on verra en photo, qui a permis d'élargir le pont. Cette extension-là, c'est une extension qui est au-dessus de la flottaison, donc elle n'inclut pas dans les volumes étanches, elle n'est pas dans les volumes étanches du bateau. Et elle a permis d'augmenter la surface du pont à 125 mètres carrés contre les 80 mètres du Malraux, donc on a une augmentation de 50% de la surface du bateau. On a un déplacement qui est à 365 tonnes en lège, avec un emport de charge sur plage arrière de 20 tonnes. Les tirants d'eau, il est à 3,15 m, c'est légèrement plus important que le Malraux. Et on a surtout ici une capacité de gasoil qui est beaucoup plus importante, à 65 m3, qui permet justement d'avoir une autonomie de 3500 1000 à 12,5 nœuds, qui est la vitesse de transit, et une vitesse max à 15 nœuds qui a été validée en essai. Et donc on a aussi une capacité d'emport de personnel nettement plus importante, donc 22 scientifiques pour 6 équipages, c'est un rapport qui est quand même assez intéressant. Donc la propulsion de l'Alfred Merlin, elle est légèrement différente de celle de l'André Malraux, parce que le partenariat Mauric DRASM X Blue a permis un rétex sur le Malraux qui était assez pertinent et qui a permis de faire évoluer cette propulsion. La propulsion principale est beaucoup plus classique, c'est une propulsion diesel avec une ligne d'arbre, monoligne d'arbre. On a une simplification du système avec une puissance moteur principale dédiée qui est beaucoup plus importante pour obtenir la vitesse souhaitée. C'est une moteur principale de 1680 kW avec une hélice 5 pales de 2,12 mètres. Par contre, dans l'opérabilité et les missions qu'il est amené à faire, le navire reste DP1. Et donc, du coup, il y a 4 propulseurs auxiliaires, donc 2 propulseurs de travail à l'avant et 2 pompes-jet à l'arrière, qui sont les systèmes qu'a décrit Jean-Charles précédemment. Et on a, par rapport au Malraux, qui avait une salle des machines qui comprenait à la fois les moteurs et à la fois les convertisseurs, et qui a créé quelques problèmes d'opérabilité et de chauffe, notamment de la salle des machines. On se retrouve avec un local électrique climatisé qui est dédié et séparé de la salle des machines. Alfred Merlin, il a été conçu vraiment dans un souci de performance, à la fois de vitesse pour aller à 15 nœuds et à la fois de tenue à la mer. Vraiment la tenue à la mer qui a été le cheval de bataille entre guillemets de ce projet-là, où il fallait obtenir des performances de tenue à la mer plus importantes, de par ses navigabilités plus importantes. Donc on a essayé de chercher des états de mer plus élevés que ce qu'il y avait sur le Malraux. Et les moyens d'obtenir ça, ça a été de mettre une caisse stabilisatrice à effet de surface libre. Donc c'est des caisses stabilisatrices qui fait toute la largeur du bateau, je vous la montrerai, on la voit sur les photos, avec un volume d'eau à l'intérieur qui permet d'atténuer les systèmes de roulis du bateau. On a des quilles de roulis qui ont été optimisés pour ne pas trop impacter la vitesse.
Et on a une forme de coque particulière qui permet un amortissement important et donc une réduction des périodes de roulis. Là, on voit ici sur ce graphe, il y a des essais en bassin qui ont été menés et on voit l'atténuation entre un bateau qui n'a pas de caisse stabilisatrice et un bateau qui a une caisse stabilisatrice. Les essais ont vraiment été concluants en bassin, les calculs ont été concluants aussi. Aujourd'hui, comme le bateau a été baptisé il n'y a pas si longtemps que ça, il manque encore l'étape de valider ça par expérience au réel. Donc là, vous voyez justement, on voit les quilles anti-roulis ici. Là, donc ça, il y a beaucoup de calculs CFD qui ont été faits. On voit la forme qui est quand même un peu particulière du bateau. Ensuite, la deuxième innovation de ce bateau-là, ça a été les procédés de fabrication composite. Où, comme le Malraux, c'est un bateau qui a été réalisé en infusion complète, avec 2 demi-coques qui ont été infusées séparément et assemblées ensuite. Donc c'est quand même, il faut se représenter ça, c'est un moule de 45 mètres, 2 moules de 45 mètres, c'est une pièce fabriquée en un seul morceau, qui vient être assemblée derrière, donc c'est des problématiques de manutention qui sont assez conséquentes. Aujourd'hui en France, c'est le bateau composite le plus gros qui a été fabriqué. C'était un challenge de tous les instants pour le chantier. Et il y a quelques innovations dans ce processus d'infusion qui avait déjà été éprouvé sur le Malraux. C'est qu'on a utilisé du sandwich plutôt que des couches monolithiques dans les superstructures afin d'alléger les hauts de la structure, ce qui est meilleur pour les performances et la stabilité du bateau. Le pont, tous les ponts ont été fabriqués via un procédé mis en place par Igloo Shipyard qui consiste à faire des IPN carbone extrudés et à venir les coller sur des plateformes planes ou avec un léger bouge. Et ça permet d'avoir des ponts qui sont fabriqués très rapidement. Et en plus de ça, il y a un gain de poids qui est conséquent parce que le carbone, déjà l'IPN carbone, c'est purement du monolithique, alors que les structures composites sont souvent inclus dans les raidisseurs un bon paquet de mousse qui va à la fois servir un peu à la mise en forme, mais qui va surtout faire du poids supplémentaire et boire beaucoup de résine. Donc on a gagné un poids qui est non négligeable sur les ponts. Et la troisième innovation composite, c'est le portique, qui a été entièrement réalisé en carbone. Donc je vous montrerai les photos, c'est assez impressionnant, c'est une pièce qui est quand même assez conséquente. Donc c'est un composite carbone pur qui a été conçu et fabriqué par le chantier. Donc l'aspect de ces trois innovations, c'est pour l'architecte, c'est les économies de poids qui sont vraiment importantes. Et ça, on revient à ce que disait Jean-Charles avant, c'est-à-dire que le poids dans un bateau qui est limité par la jauge, c'est des volumes en moins dans les volumes immergés, donc c'est toujours bon à prendre. Là, vous avez une image du fameux moule. Donc là, le drapage a commencé. Donc le moule a été préparé. Donc ça, c'est le fond du bateau. Là, on distingue la quille, toute la longueur. Donc on est à l'arrière du bateau. On va vers l'avant, l'étrave est là. Et on voit que tout le bordé de superstructure qui est ici, il est en sandwich. Donc on voit qu'il y a toute cette surface qui est quand même une surface assez conséquente qui permet de gagner du poids sur le bateau dans des zones qui sont moins contraintes. Ce qu'on n'avait pas fait sur le Malraux. Le Malraux est entièrement en monolithique, sauf le pont. On n'avait pas mis de sandwich dans les bordées de miroirs. Là, vous avez une image justement de la fabrication d'un pont. Ça, c'est le pont principal. Et donc, on voit les IPN carbone qui sont positionnés. Donc, c'est un treillis complet d'IPN carbone qui est collé directement sur le pont composite une fois qu'il est infusé. Ça, on imagine, faut imaginer que le chantier sort des tronçons complets, et les débite et vient les mettre en position et colle tout ça, et c'est bon, c'est réglé. Donc déjà, dans le processus de fabrication, il y a un gain de temps qui est quand même non négligeable, et ensuite, c'est un gain de poids très important. Et le dernier point, le fameux portique, bon, on ne distingue pas forcément que c'est du carbone, mais en fait, c'est un portique qui est complètement réalisé en carbone, et même les pièces d'intégration qu'on voit là, qui sont traversantes, et qui lient le fond de la coque au pont, sont elles aussi complètement en carbone. Et tout ça, ça a été restratifié sur le bateau. Et du coup, ça permet aussi un gain de poids parce que sur un bateau composite, quand on vient mettre des éléments acier, il y a des contreplaques dans tous les sens, il y a des épaisseurs fortes, il y a des boulonnages à faire, il y a des contrôles à vérifier. Là, tout ça, il faut imaginer que c'est complètement straté au bateau.
Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais sur les photos d'avant, je voulais vous montrer la pièce stabilisatrice, mais en gros, elle est derrière, là, sous la timonerie, ici, elle est extérieure au bateau, et la pièce stabilisatrice qui est pleine largeur. On voit une grue ici qui est beaucoup plus conséquente que celle qui était installée sur le Malraux. Et donc, c'est un bateau qui, aujourd'hui, a été baptisé en juillet 2021, juillet, et du coup, qui va partir en opération d'ici la fin de l'année, et qui présente des caractéristiques qui sont assez proches de celles du Malraux, mais qui étendent les capacités du DRAS, mais qui pour aller toujours plus loin dans ces explorations. Là, on voit un peu les deux bateaux côte à côte. Ils ne distinguent pas trop l'écart de taille, mais c'est quand même assez conséquent quand on y est. Et voilà, si vous avez des questions, je répondrai à Jean-Charles. Merci. Moi, je vais en avoir une pour... malheureusement, je crois que c'est M. Lourd qui aurait pu y répondre, mais peut-être que vous pourrez quand même essayer. Moi, je me suis étonné qu'il n'y ait pas de démarche de rapprochement avec d'autres organismes comme l'IFREMER. Le DRASM est un petit service qui n'a pas beaucoup de moyens. On le voit bien à travers le papier, hein, que c'est difficile de réunir les fonds pour construire un bateau. Or, on a vu que des rapprochements entre des services comme ça de l'État, je pense au rapprochement entre l'IFREMER et le CHOM, a été quand même exemplaire. Je me demande pourquoi une démarche similaire ne peut pas être envisagée pour permettre au DRASM finalement de se développer peut-être plus facilement avec des bateaux plus gros qui existent peut-être déjà en se mettant simplement à bord. Mais c'est une question, peut-être que, je ne sais pas si vous avez... Je vais sortir le joker. On peut la mettre quand même, on peut la mettre quand même, mais peut-être que monsieur pourra y répondre par écrit. Ouais. Hein. Moi, juste à titre de curiosité, en gros, le prix. Malraux était un bateau qui a été construit avec une très forte contrainte de coût. Très forte contrainte de coût. Le Merlin. Le Merlin, je ne sais pas. Alors, Le Malraux, il est à moins de 10 millions d'euros. Ah oui, c'est Le Merlin doit être nettement au-dessus. nettement au-dessus. C'est plusieurs dizaines de millions, je n'ai pas le chiffre exact. Mais je pense que le Merlin doit être entre 15 et 20, quelque chose comme ça. je pense que c'est plutôt ça. Plus que ça? Non, je pense que c'est ça. C'est ça, en tout cas. Alors, le projet Merlin, quand même, a été aidé par l'ADEME au titre d'un certain nombre des innovations que vous avez pu voir. C'est passé dans le programme de navires du futur. Les équipements scientifiques, oui, équipements opérationnels, un sonar, etc., c'est en plus, c'est pas prévu dans l'architecture de base. Ah si, les bateaux sont construits autour de ces... Enfin, pas autour, mais presque. Fit et fort. Ah oui, voilà, exactement. Là, ces bateaux-là, on n'en a pas parlé, mais... Ils sont construits autour de leurs équipements. Hein. Oui, c'est comme un bâtiment de combat, presque. Des intégrations système, justement, pour... Fit-in-Wiz, alors. Oui, non, alors, la seule chose qui a été faite sur le Malraux n'avait pas de gondole au départ, et on a rajouté une sorte de gondole par la suite, qui a été rajoutée 2 ans après, quelque chose comme ça. Le Merlin, il est livré avec sa gondole, donc on n'en a pas parlé, mais effectivement, sous la quille, aux 2 tiers du bateau, il y a une gondole fixée à la quille où il y a le fondeur multifaisceau et divers multi-beam systèmes qui sont directement installés avant la mise à l'eau du navire. C'est X-Blue qui gère tout ça, c'est des spécialistes de ce genre de choses. Une autre question sur les photos de la construction de la coque, on voit qu'elle est un bouchon vif, à multiples bouchons. Oui. Et c'est quoi la raison par rapport à une coque en forme plus courante, plus classique? Ça facilite la construction en démoules. C'est plus facile en composite que le bouchon vif. Oui. Mais quand on fait des bateaux en acier, là, souvent on les fait multibouchins aussi. Et en fait, on n'a pas de différence avec un bateau en forme. On a fait des études de CFD aujourd'hui avec les outils CFD. On a la même résistance à l'avancement qu'un bateau en forme. C'est pareil, ça ne change rien. Si vous faites un multibouchin bien dessiné.
Plus dans le bien dessiné. Ah, absolument, il y a un petit peu de know-how. Oui, Ah oui, il y en a quelques-uns. Ah bah oui, Il y en a, c'est des multi-bouchins, comme vous l'avez très bien dit, monsieur. il y en a un certain nombre. Jadis, il y avait une étude dans les études préalables des FLF où on avait envisagé une période analytique de bouchins et les essais sur matière, donc c'était pas intéressant. Mais c'était il y a très longtemps. Il n'y avait peut-être pas assez de bouchins aussi. Peut-être on a, Ah non, ça c'était un bateau à Robert Duncan. Ah oui. on sait faire, disons. Depuis, on sait faire. Bon, il y a pas beaucoup. Moi, j'ai croyais On sait faire ce genre de choses. C'est au niveau de, à la fois au niveau de la quille et sur toute l'arête qui a besoin d'être liée. Donc c'est vraiment, oui voilà, il faut un scarf et après on vient mettre en position les deux quilles et on vient combler par stratification directement sur place. Et la quille c'est autre chose, c'est les deux demi-quilles sont pleine largeur et il y en a une qui est plus haute que l'autre légèrement et on vient faire un double, il y a un double bordé en fait sur le plat de quille qui vient être comblé après par de la stratification. Et sinon, sur toutes les zones de demi-coque ici, à l'étrave et à l'arrière de la quille, c'est un scarf qui est fait et qui est restraté derrière. Et pour la liaison, enfin, les rétisseurs, c'est deux U en fait collés en dos à dos, c'est ça? C'est breveté. Du coup, il y a un. Non, Mais pour moi, c'est extrudé Tu directement. remontes, tu vas voir, c'est des profils, c'est des IPN. Hein. C'est des profils IPN. C'est mais des IPN. Hein. Bon, regardez, ça, c'est pas secret. je pense que c'est deux U collés l'un à l'autre. Je sais pas comment ils font pour faire l'IPN, ça. Nous, dans ce contexte-là, nous, architectes, comme c'est un système qui a été breveté par le chantier, il nous donne les caractéristiques mécaniques de chaque IPN, les dimensions, et on fait en sorte de vérifier que ça tient les efforts. Ça a été un challenge dans la construction du bateau, parce que c'est un ensemble qui a été collé, et c'est un bateau qui est certifié et classé Bureau Veritas. Et aujourd'hui, le collage dans le composite par le Bureau Veritas, c'est par beaucoup d'organismes, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait maîtrisé, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc il y a eu beaucoup de discussions entre Bureau Veritas, architectes, chantier, pour certifier les procédés de collage de ces IPN. Aujourd'hui, le bateau, tout son pont est collé, quoi. Pour le prochain bateau, quand vous allez devoir dépasser 500 mm, vous devoir limiter, on va vous expliquer comment faire. Ça va, j'hésiterai pas. Oui, il y a des aspects de feu. Non, j'ai pas lu. Je lirai les